Le savoir est une arme. Il faut être con en salle pour mettre des lions en cage. Une Coca-Colanisation qui a mis ce monde dans... On est présenté au Shop pour notre nouvelle émission qui s'appelle Les Entrevues d'art. Eman, c'est toi qui as trouvé le nom? Non, je pense que c'est toi. C'est vraiment oui, peu importe c'est qui. Ouais, c'est fou comme jeu de mots. Bon, alors on est ici au Shop pour une entrevue avec Monkey qui a sorti un album qui fait du rap et qui sort bientôt un autre album avec Guyver. Vol institutionnalisé que nous appelons taxe. Bonjour Monkey, ça va bien? Très bien, merci. Tu célèbres tes 10 ans de discographie, tu as fait un gros show Ouais. avec des artistes que tu connaissais bien. Plus ou moins quand même. Que quand on a décidé de faire le show, c'était pas nécessairement tous des artistes que je connaissais très bien. Ok. Ils ont fait un vox pop après. Oui. Ça a été quoi tes impressions de voir toutes ces personnes-là parler de toi, de comment ils t'ont rencontré? Ben, ça fait toujours très plaisir en fait de voir quelles sont les parties de mon œuvre qui marquent les gens ou qui parlent aux gens. Donc moi, c'est très intéressant de voir où est l'esprit des gens, qu'est-ce qu'ils remarquent de notre relation et ainsi de suite. Si j'ai fait ça, ce vox pop-là, c'est vraiment parce que je sais que ma plus grande richesse est définitivement la qualité de gens qui m'entourent. Je suis pas l'artiste le plus populaire, mais je suis définitivement un des artistes qui a un entourage les plus solides, des vrais gens amoureux de ma vision, des vrais supporters. Et bon, comme certaines personnes disent parfois, mettons, je suis le rappeur favori de ton rappeur favori. Moi, c'est pas ça l'idée. Je suis peut-être pas le rappeur favori de ton rappeur favori, mais je suis définitivement un rappeur très respecté de ton rappeur favori. Peu importe c'est qui ton rappeur favori, c'est pas mal assuré qu'il y a du respect pour moi. Donc pour moi, ça, c'était une des grandes richesses que je voulais démontrer aux gens, aux fans, aux supporters, qui sont peut-être pas nécessairement au courant de ça, qu'on se connaît, que certaines personnes dans le business ne sont pas aimées, que d'autres personnes sont unanimement respectées par tous, et que ça va au-delà des goûts de chacun, au-delà de j'aime sa musique ou j'aime pas sa musique. Le fait que je trouve que ça a démontré que j'étais une personne respectée, intègre et aimée de la communauté artistique elle-même. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Donc évidemment, si j'ai choisi de faire un vox pop, c'est que je savais déjà que les gens m'apprécient bien. Mais évidemment, ça fait toujours plaisir et c'est un peu surprenant de voir à quel point les gens peuvent élaborer sur l'estime qu'ils portent ou sur les qualités qu'ils voient en toi. Fait que ça m'a fait plaisir, ce vox pop là, ça a été... je compte en faire beaucoup plus. J'aimerais en faire quasiment à chacun de mes événements importants parce que j'ai plusieurs crowds, j'ai plusieurs publics dans l'art visuel, dans le rap, dans le slam. Et donc dans chacun de ces médiums-là, la crème de ce médium-là me respecte et m'aime bien. Donc c'est un truc que je compte continuer à faire dans les prochaines années. Là. Et aller dans d'autres pays comme, dans le fond, tu pars en Afrique dans quelques jours. Tu as été à Cuba pour l'album Incubation, France, ainsi de suite. Ça t'aide-tu à connaître plus de gens, puis dans le fond te faire respecter d'autres personnes de d'autres communautés artistiques? Oui, bien sûr, évidemment. Pour moi, l'art, c'est définitivement un dialogue. C'est vraiment la création de quelque chose. C'est pas de me construire une tour d'ivoire ou ainsi de suite. C'est vraiment de connecter avec les gens, d'exprimer où j'en suis dans ma réflexion du monde et d'avoir la réponse des gens et de faire faire rebondir ça sur les gens qui me suivent, qui me regardent et qui m'écoutent. Donc pour moi, de faire ça à l'international et de faire ça dans des cultures totalement différentes m'aide à connaître le monde qui m'entoure, mais m'aide à me connaître moi aussi énormément, de voir comment différentes cultures reçoivent ma musique, reçoivent mes peintures, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui leur parle, à quelle démographie mon art parle le plus aussi. Parce que j'ai réalisé que même à travers le monde, il y a certaines nations et certaines cultures qui ont plus de facilité à comprendre naturellement ma vision que d'autres endroits dans le monde. Donc je te dirais c'est un mix de plein de choses. De pouvoir voyager pour moi, c'est vraiment de me voir avec du recul aussi, de voir ma ville, ma nation, mon pays, ma province avec du recul, de voir la communauté dans laquelle je fais partie avec du recul, mais aussi de
créer de nouvelles communautés, créer un nouveau réseau, créer des nouveaux liens, m'inspirer, apprendre de nouvelles langues, et ainsi de suite. Donc je dirais que le voyage, depuis le début, est très 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 présent dans ma démarche artistique. J'avais une autre entrevue juste avant vous, puis j'expliquais comment des gens disent que je suis chanceux parfois de vivre le mode de vie que je vis. Mais moi, je ne considère pas, évidemment, c'est pas de la chance. Je comprends le côté chanceux plus comme fortuné ou que c'est une richesse. Donc oui, je suis chanceux dans ce sens-là. Mais réellement, la vision de faire ce que je fais présentement, une vision de depuis que j'étais tout petit. Depuis que je suis jeune, je suis dans l'art, et depuis que je suis jeune, je sais ce que je veux devenir dans la vie. Et à l'époque, j'exprimais ce désir-là en une dualité. Je ne savais pas si j'allais être dessinateur de bande dessinée ou guide de safari. Donc moi, c'était vraiment ça, le voyage était très 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 présent dans mes désirs et dans mon vouloir connaître les beautés du monde et ses réalités et ses problèmes. Donc je suis devenu graffeur et rappeur qui voyage partout dans le monde pour justement avoir ce contact-là avec mes frères et sœurs de d'autres pays et d'autres cultures en fait. Tu as parlé de langue un peu, des différentes langues. J'ai écouté plusieurs de tes albums, puis tu as une façon de jouer avec la langue. Est-ce que tu as de la misère à faire ça? Est-ce que c'est... En fait, je pense que... Déjà, est-ce que j'ai de la misère? Non, j'ai pas de difficulté, parce que c'est une chose que j'aime. Ce que tu aimes et ce que tu choisis de donner du temps à créer une vision, à t'imaginer, à t'inspirer, évidemment, ça va venir plus facilement qu'une discipline à laquelle que tu ne pratiques pas ou que tu n'as pas d'intérêt. Donc, les langues, c'est évidemment la base même de mon outil musical. Je ne chante pas, je ne joue pas de drum, j'utilise des équations de mots pour créer des rythmes et des flows avec ces équations de mots-là. Donc, l'étymologie en général, le vocabulaire, lire, accumuler du vocabulaire, être précis et concis dans mes expressions, c'est des choses qui sont importantes depuis longtemps pour moi et qui m'ont servi comme outil de développement depuis un bon moment. Donc je dirais que ça, c'est pas une partie qui est difficile pour moi, non. Au contraire, c'est une partie qui est amusante et qui est très intéressante de jouer avec les mots, de découvrir les mots, de les disséquer, de les reformer et de les agencer. C'est un plaisir pour moi, un divertissement en même temps que ma profession. Jouer avec les mots et ensuite jouer avec les dessins, c'est complètement différent. Mais en même temps, tu trouves une façon de les rejoindre ensemble. Ouais. Comment est-ce que cette chimie-là se fait pour toi? Moi je suis de ceux qui croient de toute manière que être pluridisciplinaire est une force qui renforce chacune de tes disciplines. Donc par exemple, je sais pas moi, un chimiste qui serait aussi cuisinier aurait une approche chimique sur sa manière de cuisiner et peut-être même une manière de, comme tu présentes un plat en cuisine, peut-être qu'il y aurait même une manière esthétique de faire de la chimie aussi, qui sait. Mais moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup, des danseurs, beatmakers, et ainsi de suite. Là. Des gens qui ont multiples arcs, parce que chacune de ces cordes à l'arc-là nourrit l'un et l'autre. Donc pour moi, ça a toujours été une richesse et ça n'a pas été compliqué les allier, parce que le hip-hop l'a fait pour moi. La culture hip-hop que j'ai découvert dans les 90s était encore très fort sur l'harmonie et la proximité de ces médiums artistiques. Et le graphe et le rap sont intimement reliés dans cette culture-là. Donc pour moi, ça n'a pas été difficile. Ça faisait déjà partie d'un univers cohérent pour moi. C'est vraiment ça, je pense, qui fait que ma poésie est imagée et que mes images sont poétiques aussi. Je crois que ça se complémente à souhait. Donc ça non plus, ça n'a pas été une recherche ou une difficulté. Évidemment, gérer mes horaires, gérer mon agenda est un peu plus difficile que gérer la créativité ou la présentation de mes multifacettes. Ok. Tu crées chacune de tes pochettes d'albums à partir
Oui, le mural de graffiti, ouais, de peinture, ouais. Est-ce que tu fais le graffiti et ensuite tu t'inspires pour l'album ou le contraire? C'est le contraire, oui. La peinture, elle est faite à la fin, une fois que je connais les titres des chansons, une fois que je connais les moods par lesquels on traverse sur l'album, même le titre, c'est ça qui m'aide à concevoir tous les éléments que je vais réutiliser en images pour faire un peu la synthèse de ce que les gens vont découvrir durant l'album. Donc, le processus de la création visuelle vient après, mais parfois, durant le processus de l'album, la vision se construit évidemment. Donc, le choix des couleurs, ça devient plus clair. C'est un album sous une couverture sombre, sous une couverture foncée. Donc, il y a déjà des éléments que je peux petit à petit deviner en relation à la construction et au choix des musiques qui créent petit à petit ces albums-là. Mais souvent, c'est une des étapes finales. Comme là, présentement, je suis en train de terminer mon nouvel album. Et cette semaine seulement, j'ai fait la pochette d'un album pour lequel je travaille depuis 2 ans environ. Et pour moi, l'idée, ça a toujours été que on vit déjà tellement une vie où on est rempli de vanité, où on est motivé à penser à soi et être le premier mâle alpha et ainsi de suite, que le rap et le hip-hop contient un peu de ça naturellement aussi à cause de ce côté-là, survie, faire sa place et ainsi de suite. Donc pour moi, c'était important pour moi de ne pas avoir mon visage sur mes couvertures d'albums. De ne pas mettre mon visage comme image première pour magnétiser les gens à un projet, mais vraiment de mettre une peinture plus deep, que mon visage a un nombre d'informations limité quand même, comparativement à une image dans laquelle je peux inclure des tonnes d'icônes et de symbolismes. Donc pour moi, ça a toujours été naturel que ce soit mes œuvres qui parlent et qui décrivent visuellement mes albums musicaux. Ok. Tu as parlé de ton prochain album. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, avec plaisir. Moi, j'aime bien faire des albums concept où chacun de mes albums ont leur identité. Donc moi, j'ai mon identité artistique, mais dans cette variété-là de tout ce que je suis et de ce que je peux faire, au lieu d'essayer de tout impliquer l'ensemble de mes facettes sur chaque projet, je préfère choisir une des facettes et travailler avec cette facette-là sur chacun des projets différents. Donc là, à travers les dernières années, je me suis permis de faire de la musique plus expérimentale, du hip-hop un peu spaced out, un peu tribal électronique, donc d'essayer des choses, mais là je reviens vraiment à une forme plus classique, un hip-hop plus golden era, fin des 90s, très boom bap, avec tout autant de substance que d'habitude, mais avec moins d'expérimentation et de trucs flyés, des trucs quand même plus accessibles. Et je fais ça en duo avec un producteur de longue date, un ami à moi depuis quelques années déjà, qui s'appelle Guyver Heitman, qui est un des producteurs musicaux qui a évolué dans la famille du Cyan Supa Crew, qui a été un très très gros groupe français, un des groupes qui m'a beaucoup influencé. Donc lorsque j'ai appris que lui il avait un intérêt de faire un album avec moi, évidemment je me suis réjoui et j'ai foncé sur ce projet-là. Et c'est ce projet-là qu'on termine présentement, qui va voir le jour à la fin février ou début mars. Du moins à mon retour du Gabon et du Mexique, je reviens au Québec en février et là je lance l'album. Avant de repartir pour les sorties européennes de l'album. Donc aller rejoindre Guyver en France, faire le Luxembourg, la France, la Suisse et la Belgique avec ce nouvel album, ce nouveau concert-là dans le fond avec lui. Donc ça, je te dirais, c'est ça le projet sur lequel je travaille fort depuis 2 hivers, en simultané avec mes peintures et mes voyages. Le fait que tu sois un artiste complètement indépendant, sans label, pour toi, est-ce que c'est plus facile de faire des collaborations avec d'autres artistes? De ne pas avoir de label, j'imagine, enlève un peu la pression économique qui serait peut-être plus présente si j'étais dans un label pour pouvoir faire des collabos. Les gens qui font des collabos avec moi le font gratuitement, ou presque gratuitement, ou avec l'échange de services. J'ai fait des peintures pour des DJ, j'ai fait des toiles pour les gens qui mixent pour moi, ou les gens qui font mes chansons. Donc,
je redonne toujours aux gens qui me supportent dans ma mission à moi et dans ma vision. En retour, je supporte la leur aussi constamment. Mais le fait de ne pas être sur un label a influencé plein de choses, a influencé ma liberté. Déjà, je suis libre à 100% de mon contenu. Je suis libre des dates de sortie, je suis libre de mes choix de singles. C'est la liberté totale. Mais aussi, c'est limitant. Ça me limite sur mes capacités d'avoir accès à certaines subventions, à faire partie de certains galas de remise de prix, à avoir l'appui pour le booking, les gros shows, les gros festivals. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et un marathon que présentement je suis en train de vivre avec le nombre d'albums et d'années que j'ai fait. Avec un label, j'aurais déjà éclaté les plafonds d'accomplissement que j'éclate présentement. Depuis longtemps, je serais déjà sur les plateformes que maintenant s'ouvrent à moi. Donc c'est un couteau à double tranchant, mon choix d'être indépendant. Mais pour moi, j'ai certaines convictions qui sont non négociables, comme le fait de ne pas avoir de code barre sur mes albums, d'avoir des albums complètement épargnés de la marque, de la bête, des logos, de la commercialisation, tout ça. Pour moi, ça en soi, c'est une richesse et c'est un accomplissement plus grand que d'être nominé pour tel et tel gala. Ça, c'est un truc que les gens... j'en connais pas d'autres artistes souverains aussi prolifiques et productifs que moi, j'en connais pas. Donc ça, pour moi, c'est une fierté aussi, au final. Ça t'a quand même pas empêché de faire les Francopholies puis d'avoir une scène à toi. T'as été aussi main event après seulement 2 batailles au Word Up. C'est vrai. Ça fait quoi après tant d'années de grind d'avoir autant de reconnaissance? Je crois que j'en ai pas assez encore de reconnaissance. Je crois qu'on travaille énormément. En tant qu'artiste, je suis pas le seul à ne pas avoir assez de reconnaissance. Je dis pas ça de manière juste moi, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort dans l'art. Et évidemment, il y a un genre de monopole ou un très grand avantage sur le marché américain. Les Américains, c'est eux les stars à travers le monde. Même au Québec, les artistes locaux sont plus bas dans la hiérarchie d'importance. Donc ça, c'est une réalité. Donc évidemment, les artistes d'ici qui ne rappent pas en anglais, même peut-être ceux qui rappent en anglais, mettent beaucoup plus de travail que le crédit qui leur est redonné aussi. La beauté de la chose, c'est que le travail que j'ai fait de manière indépendante, je suis un amoureux de la culture, je suis un gars passionné et j'ai du respect pour les gens. Et même si je ne suis pas connu à très très grande échelle, les gens qui sont dévoués et amoureux réellement de cette culture-là me connaissent et me respectent. Et c'est ces gens-là qui gèrent les événements, qui gèrent les festivals, les battles, les murales et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, ça c'est le revers de la médaille. Je suis indépendant, donc je n'ai pas un team qui m'aide à me développer, mais je suis un têtu qui travaille fort et ça en soi crée des ripples, crée des ondes de choc de ma présence qui sont indéniables. Je suis un incontournable ici, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je suis incontournable. Donc ça, c'est le revers de la médaille en fait. C'est pour toutes les fois où j'ai pas été booké aux Francopholies parce que j'avais pas quelqu'un qui passait mon dossier de presse ou mes trucs. Je suis trop content d'avoir fait les Francopholies en solo cette année, mais c'est la première fois après 5 albums solo que je fais les Francopholies en solo. Donc il était temps, dans le sens où oui, je suis très content que ça, là, certaines portes s'ouvrent, mais honnêtement, je commençais à être un peu perturbé ou un peu préoccupé. J'étais un peu préoccupé sur si ça valait le coup, s'il y avait vraiment un boycott sur moi, qu'est-ce qui se passe, comment avoir accès à ces opportunités-là que j'ai l'impression que je mérite au niveau de mon niveau artistique et de ma dévotion pour la communauté artistique de Montréal. Donc on verra où tout ça m'amène, mais je suis content que là, petit à petit, les choses se passent, les portes s'ouvrent et ainsi de suite. Justement, au Franco, à côté, on pouvait voir ta plus grande fresque que tu n'avais jamais faite. Oui. Comment on se prépare pour faire un aussi gros projet?
Ça aussi, juste pour être précis, c'est la plus grande fresque que j'ai faite en solo. Ouais. Okay. Donc, quand tu te prépares à faire une œuvre seule, c'est différent de quand tu te prépares avec d'autres gens. Celle-là, c'est vraiment, en fait, la plus grande problématique de ces genres d'œuvres-là, c'est le nombre de possibilités possibles, en fait. Il y a tellement d'abondance de ce que tu peux faire, tu es seul. C'est pas un contrat, donc c'est pas quelqu'un qui dit ah, moi je vends des chaussures, puis tu me fasses une murale sur les chaussures. Il n'y a rien, c'est un mur, on te donne l'équipement et le temps, l'espace pour peindre ce que toi tu as envie de faire. Donc je pense que le plus gros challenge, c'est de choisir parmi toutes les idées que tu as, laquelle va avoir le meilleur impact sur ceci. Et comme c'est un nouveau format, c'est un peu plus gros, tu as aussi le challenge de est-ce que tu fais juste tes œuvres habituelles en plus gros ou tu fais ton format habituel avec plus d'éléments. Donc ça aussi, c'est des questions à se demander. Et après ça, après le reste de la préparation, c'est comme une préparation pour un mur normal. C'est une fois que tu as choisi ta vision, voir quelle couleur va le mieux manifester cette vision-là, la placer sur le mur avec les bonnes proportions et après ça, la réaliser, la peindre. Et la documenter. Donc c'est vraiment ça la préparation pour un grand mur. Qu'est-ce qui t'inspire pour tes fresques? Je pense le voyage en général, l'idée du voyage avec un grand V, plus que mes voyages directement. Le désir de voyage et le fait que je peins la plupart du temps sur des murs qui nous coupent de l'horizon. Donc je vais souvent repeindre des horizons pour redonner à l'être humain sa capacité de voir plus loin. Donc, les éléments que je choisis de peindre, s'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont une signification. L'horizon, c'est l'horizon. Pour moi, c'est avoir un objectif, avoir une ligne directrice, redonner de l'espace aux gens, briser le mur. Le désert, pour moi, c'est l'absence. Pour moi, le désert physique représente la situation spirituelle du monde dans lequel on vit présentement. Donc, le désert, physiquement, souvent va représenter, mettons, la ville dans notre monde contemporain. Ça représente un endroit où la spiritualité est difficile d'être trouvée. Parce que l'eau représente la vie et le savoir, donc l'absence d'eau devient le désert et la mort, et ainsi de suite. Donc, chaque icône, chaque élément représente quelque chose, un mot, ou une signification qui, une fois mis ensemble, crée une phrase, crée un paragraphe, crée une histoire à conter. Donc, évidemment, là, présentement, je suis en train justement à long terme, je me développe un genre de dictionnaire de lecture de mes œuvres. Donc, pyramide, horizon, eau, lion, méduse, et ainsi de suite. Donc, de prendre chacun et de vraiment break down ce que pour moi cet élément-là signifie et dans quel état d'esprit je l'utilise lorsque je l'incorpore à une équation visuelle. Ce dictionnaire-là, il va-tu être en format papier ou... Je le sais pas, honnêtement, j'aimerais tellement ça. C'est un des trucs qui... c'est une des visions qui n'est pas encore manifestée, mais sur laquelle je construis depuis des années. Moi, je veux être propriétaire d'une bibliothèque de mes œuvres. Je veux avoir des livres avec plusieurs S d'accumuler. Présentement, j'ai fait au-dessus de 1000 murales à travers le monde. J'ai des photos, j'ai des poèmes, j'ai des aventures, des histoires à conter. Avec tous mes voyages, je vis des choses back-to-back. Un mois après l'autre, des épiphanies, puis des moments qui changent une vie, puis des témoignages, puis donc moi, dans un futur lointain, j'aimerais produire tous ces éléments-là sous forme de livres aussi et d'imprimer ce lexique visuel-là, peut-être avec des exemples d'œuvres ou un truc comme ça. Donc oui, évidemment, c'est des projets qui sont en gestation, sur lesquels je médite constamment. Penses-tu travailler avec un éditeur ou garder ça indépendant comme tes œuvres? Ben, en fait, là, je suis vraiment, même si je suis un grand guerrier de l'indépendance et de la souveraineté, je suis dans un moment où même avec ma musique, je conçois la possibilité de ne pas être jusqu'à la fin des temps indépendant. Pour moi, il y a certaines valeurs qui se doivent être respectées pour que je sois en business avec toi, mais
Mais en fait, c'est juste que présentement, vu que j'arrive à vivre économiquement, sans devoir signer des contrats de disques ou de trucs comme ça, ben pour moi, c'est ma chaîne en or, c'est mon ball-in à moi. C'est de dire, ah ouais, je peux survivre, payer mes bills présentement et ne pas être avec une de ces compagnies-là, ben c'est sûr que je vais le faire. Mais à un moment donné, évidemment, j'aimerais atteindre une plus grande capacité de production, d'avoir une distribution internationale de ma musique avec tous les sets que je produis, d'avoir une distribution internationale de mes livres. Donc, oui, je cherche un éditeur, je cherche une personne d'expérience, c'est un peu ça, là, je suis dans le... J'appelle à l'univers les éléments me manquant pour manifester ces visions-là, ces idées-là. Faut que ce soit quelqu'un qui comprenne ta vision aussi, là, quand même. Là. C'est très important pour moi, les gens avec qui je collabore, c'est une grande importance que ces gens-là me respectent et respectent ma vision. Même s'ils ne la partagent peut-être pas, pour moi c'est important qu'ils conçoivent que je suis un être bon et que je suis plein de qualités et que ma vision ait du sens et qu'elle est pour le bien commun. Donc pour moi ça c'est important et quelqu'un qui respecte ça va aussi avoir un comportement cohérent avec ce respect-là. Ne va pas vendre mes œuvres sans me le dire à Coca-Cola ou et ainsi de suite, ou me forcer à faire une collaboration avec un artiste que je n'aime pas ou ainsi de suite. Donc oui, moi je me considère, je crois que c'est une de mes qualités qui est aussi le revers de sa médaille, c'est que je suis un homme de principe, je suis un homme très de parole, ce qui fait que je suis très fiable et ponctuel et même généreux, je dirais, généreux dans le sens où généreux de ma personne dans les projets, sauf que je suis aussi très demandant, dans le sens où je redemande la même chose en retour. Mon niveau de ponctualité, mon niveau de respecter mon mot, si je te dis que je le fais en 5 jours pour 5000$, puis que je le fais en 4 jours, puis que tu veux me donner 3000$, je suis une diva. Dans ce sens-là, je suis une personne très arrêtée sur mes principes, où pour moi la parole, les contrats qu'on signe, les ententes qu'on partage, les poignées de main qu'on se donne, ont un niveau de loyauté très important et je suis très arrêté sur l'application de cette loyauté-là. Donc, je pense que ça a son revers de médaille aussi, dans le sens où je suis une personne avec qui il est difficile de travailler parce que je demande une rigueur aux gens qui ne se demandent peut-être même pas tout le temps à eux-mêmes. Mais cette rigueur-là, je me la demande à moi aussi, donc c'est pas juste un truc de jouer au boss ou de jouer, c'est vraiment que j'ai un standard de production et je veux de continuer à respecter ce standard-là, autant au niveau social qu'au niveau artistique. Donc oui, j'ai quand même, et c'est pour ça que je me casse même pas la tête à être sur un label présentement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de discussions à avoir avant d'avoir une vraie entente sur comment faire en sorte que je sois distribué sans avoir de code barre sur mes albums, où on prend l'argent, où va l'argent, qui on engage, et ainsi de suite. Donc, tu travailles avec ces triggers-là, avec le K6C, depuis des années maintenant. Ouais. Puis plusieurs membres du K6C, entre autres toi, sortent des albums bientôt, comme Jam avec Brown. Ouais. On a entendu des rumeurs de Filigrane. Filigrane, il produit, depuis plusieurs temps, il produit aussi un projet, oui. Est-ce qu'on peut espérer plus tard un autre album du K6C en tant que... Ouais, je pense que oui. Moi, je l'espère encore. Moi, les gens du K6C, c'est encore dans les artistes qui m'inspirent beaucoup. Ce qu'ils font en solo, c'est vraiment très inspirant. Je travaille encore beaucoup avec certains membres qui sont moins occupés que d'autres. Mais on change, on vieillit, on prend de l'âge, on change de responsabilité. Mais je crois que, en fait, cette rigueur-là que j'ai eue, quand tu gères un projet solo, c'est plus facile à gérer que lorsque tu gères un projet où il y a 8 chefs. Ouais. Donc, on a vécu des difficultés politiques internes lors du premier album, qui a donné un peu une genre d'indigestion un peu à tout le monde. Une fois que l'album a été terminé, tout le monde est allé sur ses projets solo. Mais là, après quelques années, on est tout autant amis, on partage le studio, on partage du temps, des idées, on s'aide sur différents projets. Je pense que là, le désir de recréer un truc ensemble renaît.
Donc je peux pas confirmer que ça va se passer, mais je sais qu'il n'y a pas de porte définitive fermée à ces possibilités-là. Tu as gagné plusieurs fois le End of the Week, Ouais. qui est un truc d'improvisation. Ouais, genre d'Olympique du rap. Mais là, t'en fais plus. Ben, en fait, j'ai arrêté une année. J'ai découvert le End of the Week quand je suis allé avec mes pères, mes grands frères de la culture hip-hop montréalaise. On était une quarantaine en autobus, on est allé au party de Rocksteady Crew, le crew de breakdance, et ils avaient un gros show extérieur dans un parc, et la première partie était assurée par End of the Week. C'était la première fois que je voyais ça, des compétitions de freestyle, de rap, ils sont notés par des juges, il y a un gagnant. Ça reste comme ça, c'était ma première fois à vie à New York, et c'est la première fois que je voyais cet événement-là. Ensuite, 6 ans plus tard, il y a une ambassade qui rouvre à Montréal, parce que cette compétition-là maintenant est dans 16 pays différents. Et lorsque ça a ouvert à Montréal, je me suis dit qu'évidemment j'allais participer. Et donc, dès la première année, je suis devenu gagnant. Donc la première année, je suis devenu gagnant canadien. Je me suis dirigé pour défendre le Canada à la finale mondiale, qui était à New York. Donc, c'était ma deuxième fois à New York, et encore, j'étais dans le milieu du End of the Week. Et ça a changé, cette expérience-là m'a changé. C'est toutes les ambassades à travers le monde qui gèrent cette communauté-là. C'est des gens, des vrais amoureux et des gens respectueux de cette culture-là, qui sont proactifs à la conserver dans leur région à eux. Donc, New York pour la finale mondiale 2012. Finale mondiale de Londres 2013. Finale mondiale à Kampala en Ouganda en 2014. Là, ça faisait 3 ans que le End of the Week de Montréal existait et ça faisait 3 ans que je le gagnais. Les gens commençaient ça commençait à déplaire les gens. Les gens commençaient à dire « Oh, on veut quelqu'un d'autre, nanana. » Fait que moi, quand j'ai vu ça, déjà en amont, je me suis dit, moi, mon objectif, c'est de montrer à ma communauté End of the Week internationale la beauté de Montréal et à ma communauté de Montréal la beauté du End of the Week international. Donc moi, depuis le début, je vantais Montréal. Et donc, ensemble, on a réussi à convaincre le Conseil international de faire la finale mondiale à Montréal. Et donc, pour moi, ça a été ma manière de me sortir de la compétition et de me dire, là, je vais quand même pouvoir voir mes amis, voir mes contacts à l'international sans être gagnant. Ils viennent chez moi. Donc, même si je ne gagne pas, je suis dans le bassin avec eux. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas participé l'an passé. Ça permettait à quelqu'un d'autre d'avoir l'expérience d'être un champion, et ainsi de suite. Et moi, ça me permettait d'accueillir mes amis à l'international et s'assurer qu'ils passent un bon temps, plutôt que de stresser pour gagner, et ainsi de suite. Sauf que cette année, je suis de retour. Ah oui? Tchan, tchan, tchan. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, le niveau augmente, il y a plein de bons rappeurs. Donc je sais pas si je vais gagner une 4e année, mais je vais m'y amuser en tout cas une 4e année, ça c'est assuré. Comment on se prépare à un freestyle? Faut en faire. Les gens qui se rendent loin dans ces compétitions-là, c'est des gens qui font ça de manière quotidienne depuis des années. C'est des gens qui ont développé un naturel à se baigner dans l'improvisation. Donc, tu peux pas te préparer. Tu peux juste savoir qu'en amont, tu as fait ça pendant des années. C'est vraiment ta seule manière de te préparer. Il y a des gens peut-être qui se préparent, mais moi, j'aime mieux l'intensité d'un truc complètement spontané que d'avoir un truc semi-calculé qui risque de ne pas marcher. Tu as sorti une nouvelle chanson, je pense, hier. Avec les légendaires. Ouais. Tu en parles ou? Ouais. Ben, justement, ça marche vraiment bien dans la suite des idées. Aspe Mendoza, c'est un des finalistes pendant plusieurs années du End of the Week. C'est un rappeur excellent, c'est un gars que je respecte énormément. Puis Kotola, c'est aussi un gars que je connais. Lui, il n'a pas participé au End of the Week, mais c'est un très talentueux rappeur en 3 langues, beatmaker. Il est dans la scène depuis way back. Puis, j'étais très honoré qu'ils m'invitent sur leur album. Ils préparent un album, puis comme j'allais toujours fumer des spliffs, aller au studio faire des freestyles avec Aspe Mendoza, et ainsi de suite, être dans cet état d'esprit créatif avec eux,
Ils m'ont invité sur l'album avec eux. Un très bon beat que j'ai beaucoup aimé. Fait qu'on a écrit un truc quand même relativement rapidement. Puis je suis très content, je suis très content parce que justement c'est un des beats que j'aime beaucoup de l'album. Ils ont un album très violent, pas violent méchant, mais très pesant, très dynamique, très banging. Et ça c'est un track un peu plus smooth, un peu plus un peu moins chargé, un peu plus minimaliste, je sais pas comment l'exprimer, mais j'aime ça jouer ce rôle-là. J'aime jouer le rôle que je viens calmer, apaiser un peu. Utiliser le flow pour quand même sprinkle un peu de knowledge puis un peu de bons vibes. Fait que je suis très content qu'ils aient choisi de faire la chanson avec moi et de la garder pour la version finale de l'album. J'encourage les gens à aller checker ça, Légendaire, c'est un album incroyable. Puis j'aime collaborer, j'aime beaucoup collaborer. J'ai fait aussi une collaboration pour la compilation HHQC avec Dramatique et Bobby One. Donc, moi je trouve que la culture hip-hop québécoise est en effervescence. Il y a plusieurs branches de cette culture-là qui se développent et qui produisent des artistes de bon niveau. Donc moi, de pouvoir collaborer et faire le pont entre ces différents styles-là, pour moi c'est un plaisir. Ça ramène encore ce que j'aime faire dans la vie, connecter le people, connecter les différents réseaux des différentes villes. Donc même dans ma ville, j'aime jouer ce rôle-là aussi, connecter les différents moods sur un album ensemble. Tu disais que tu aimais ajouter un peu de conscience à ton hip-hop, un peu de nord. Ouais. Avec les événements qui se passent présentement à l'international, est-ce qu'on peut trouver des traces de ça dans ton prochain album? Don't believe the hype, don't believe the hype. Ben oui aussi, oui et non, dans le sens où oui, je parle de où on en est avec le monde présentement. Je parle des programmes mentaux qui sont sur nous à travers les médias, à travers le régime économique dans lequel on est, tout ça. Donc ça, j'en parle, c'est un peu une constance dans mes œuvres, de me poser des questions et de rendre le résultat de ces questions-là ouvert et authentique et disponible à travers mon art. Oui, donc oui, j'en parle. Je parle du fait que la peur ne m'arrêtera pas, qu'on est beau et bon et capable et que c'est faux, qu'on a besoin de s'assimiler à une mentalité ou à un moule ou à une boîte. Donc ça c'est omniprésent dans mon nouvel album. Mais j'ai pas fait une chanson par exemple, mettons sur les attentats de Paris ou sur même ce que j'ai pu expérimenter sur des choses que je vois en Afrique ou ailleurs dans le monde. Je parle pas directement de ces choses-là, même si j'en parle de façon double sens et ainsi de suite. Merci à tous, merci à vous d'avoir choisi de donner une porte sur qui je suis et ce que je pense. Pour moi, c'est vraiment ça mon gaz ou mon fuel de survie. C'est vraiment les gens qui choisissent de partager ma musique, les gens qui choisissent de m'interviewer, de me donner une partie de leur auditoire, des gens qui vont les lire, de me donner un lien à partager. C'est ça qui compense pour tous les autres sacrifices qu'on peut faire dans la musique. Donc, tant et aussi longtemps que des gens vont démontrer de l'intérêt pour ma musique, je ferai de la musique. Tant et aussi longtemps que des gens vont démontrer de l'intérêt pour mes peintures, je ferai des peintures. Parce que c'est une réflexion qui est très présente. Je fais beaucoup de choses, je suis tout le temps en train de bouger. Mais aussi, j'ai des ambitions de grandeur et je veux atteindre la maîtrise. Donc même si je suis bon dans ce que je fais, je veux être très bon dans ce que je fais et très 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 bon dans ce que je fais. Et pour le faire, il faudrait que je dessine le double. Il faudrait que je rappe le double. Donc je suis beaucoup en réflexion sur est-ce que je devrais prioriser ma peinture et prendre quelques années sabbatiques de musique et vice-versa. Donc je suis vraiment dans une question. Donc pour moi, de voir où l'intérêt des gens est, qui partage quoi, me permet de voir qu'est-ce qui parle aux gens, qu'est-ce qui est valide aux gens et qu'est-ce qui
me fait sentir utile. Parce que je fais de la musique pour moi de manière thérapeutique, mais je fais aussi de la musique pour connecter avec les gens. Et si ça ne touche personne et ne connecte avec personne, j'ai d'autres moyens que la vie m'a donné pour connecter avec les gens. Donc c'est un peu ça la réflexion. Donc un shout-out à vous et à tous les gens comme vous qui choisissent de partager mon parcours avec leur people autour. Merci à toi. Shout-out à ma mère. C'est cool. Yes. Est-ce que tu connaissais déjà beaucoup tout ce dont tu m'as questionné? Tu connaissais déjà beaucoup ou tu as fait une recherche pour apprendre à connaître mon univers? Je connaissais déjà beaucoup ton parcours. Ok. Dans le fond, en attendant que ça fasse le règle, j'ai fait un peu plus de recherche. Ok, malade. Très cool. On fait des efforts, yeah we get involved. Malgré tout nos cultures sont dépouillées de ces trésors. Baby boom est confortable.